Et alors, petite notion, c'est l'athanor quand même. L'athanor fait quand même la différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un phénomène, on ne peut pas s'affranchir de l'athanor. C'est-à-dire que quand vous êtes, et toutes les personnes qui ont fait du développement personnel l'ont vécu, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un environnement social et on subit la pression de tous nos amis, de tous nos proches, pour que rien ne bouge. Donc il y en a un qui va mal, hein, la pression elle est « non, mais non, te laisse pas aller, allez... La pression, elle est rarement de dire bah, « t'as raison, vas-y, plonge, va au fond, creuse et va chercher ce qu'il y a ». En règle générale, on ne veut pas que ça bouge. Et quand on commence à suivre le processus, quel qu'en soit l'outil, ça se traduit assez souvent par une incompréhension du groupe, parce que ça déstabilise le groupe, et donc une sorte d'isolement. Je pense, ça vous dit quelque chose, je vois quelques têtes qui se hochent, parce qu'en général, dans le monde, entre guillemets, profane, on est en train d'afficher que tout va bien, etc., etc. Puis si à un moment on dit « oh, bah non, j'en ai marre, je veux vraiment être authentique », eh bien on se désolidarise. Et ça, c'est un peu l'athanor. Et l'athanor, il est incontournable. Ce qui me vient aussi, c'est de traverser les grandes eaux. À l'époque, lorsque je travaillais avec ce thérapeute jungien, c'était quelqu'un qui avait travaillé avec Étienne Perrault, qui avait traduit le Hiking de Richard Willem. Et lui, il travaillait beaucoup avec le Hiking. Et donc, pendant quelques années, j'ai pas mal travaillé avec le Hiking. Il faut savoir que c'est grâce au Hiking que Jung a trouvé les synchronicités, d'ailleurs. Juste dire ce que c'est, le Hiking, peut-être. Le Hiking, c'est un art divinatoire. C'est avec des baguettes. Chinois, c'est avec des baguettes, c'est les hexagrammes. Hein. Vous avez, alors je ne me rappelle plus combien d'hexagrammes, 64, oui, parce qu'il y en a 6 qui prennent de 2 états, de puissance, 2 puissance 8, quelque chose comme ça, ou 2 puissance 8. Bref, il y a 64 hexagrammes, et souvent, dans les explications, on a le concept de traverser les grandes eaux. Et traverser les grandes eaux, c'est intéressant comme concept parce que vous pouvez marcher longtemps sur la rive pour trouver un autre endroit. De toute façon, s'il faut traverser, il faut traverser. Donc, au moment où on est là, où on doit partir dans le processus, au début, on essaye de se dire, non, il doit y avoir un pont, il doit y avoir quelque chose, je dois pouvoir m'affranchir de plonger dans l'athanor, de plonger dans le truc. Et c'est pour ça que c'est pas si confortable que ça. Hein, mais bon, faut pas oublier que derrière, il y a quand même l'œuvre rouge, et c'est très intéressant. Moi, que tu racontes ton rêve à ton thérapeute, c'est jungien, non? Non, c'est lui le thérapeute. Non. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à l'écoute de l'inconscient? Plusieurs sortes de mémoire, n'est-ce pas? Alors, effectivement, on avait ceux qui ont assisté à la première conférence, on avait dit hein, que Freud et Jung avaient bien cartographié l'inconscient, mais lorsqu'on va utiliser des écoutes de l'inconscient, qu'est-ce qui ressort en premier? On verra après les outils qu'on utilise. Ce qui ressort en premier, souvent, ce sont les traumatismes. Et les traumatismes, c'est lié à des mémoires. Et en fait, on observe, moi c'est ce que j'ai observé, et puis je ne suis pas le seul à l'avoir observé, hein, qu'il y a plusieurs types de mémoires qui vont ressortir, et de mémoires de traumatismes. Il y a déjà les traumatismes dans cette vie-ci. Voilà, j'ai été là, quand j'étais petit, ma mère m'a oublié dans la voiture, j'ai pleuré pendant 5 heures, etc. Bon voilà, ça c'est un traumatisme de cette vie-ci. On est type de mémoire, et bon, il y en a déjà pas mal. Mais des fois, on sent aussi d'autres traumatismes qui reviennent, des mémoires d'intra-utérin. C'est ça qui est déjà fort intéressant par rapport aux gens qui ont tendance à être très cartésiens, rationnels, en disant « oui, mais de toute façon, le fœtus, il n'entend rien, il ne comprend rien, etc. » Bon, bah, dans les mémoires qui vont ressortir lorsqu'on explore l'inconscient, il peut souvent y avoir des mémoires de l'intra-utérin. Et dans ces mémoires de l'intra-utérin, on peut y trouver également des mémoires qui sont connectées à des projets, le projet sens, c'est-à-dire quel était le projet des parents, dans leur inconscient notamment, dans le fait d'avoir cet enfant, notamment avec, est-ce que c'est une réparation, est-ce que par exemple il y a un aïeul, un grand-père ou quelqu'un qui est mort et qu'on voudrait remplacer, ce genre de choses, etc. Ça ressort vraiment également, et ça m'amène sur le troisième type de mémoire, qui est les mémoires transgénérationnelles. Mémoire transgénérationnelle, j'en avais un exemple une fois qui était
tout à fait caractéristique. Je guidais une personne dans ce qu'on appelle un passage en collectif, et puis à un moment, donc, je lui faisais faire de la respiration holotropique pour atteindre cet état modifié de conscience dont on parlera tout à l'heure. Et puis à un moment, bon, je vois des indicateurs qui montrent que visiblement il se passe quelque chose, donc je l'interroge, je lui dis qu'est-ce qui se passe, t'es où là? Elle me dit ah, je suis dans une salle, c'est tout noir. Et puis je dis oui, c'est tout. Maintenant il y a un ray de lumière là, ben, qu'est-ce que ça t'évoque? Elle me dit bah oui, c'est comme si j'étais dans une prison, quelque chose comme ça. Je dis mais ça t'évoque quoi? Elle me dit bah en fait c'est ma grand-mère qui avait été internée comme folle par sa propre mère. Et elle portait en elle cette souffrance. Ce qui est intéressant, ce sera le sujet de la prochaine conférence, c'est la guérison qu'on peut ensuite appliquer à ça. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que je l'ai fait régresser, entre guillemets, dans l'état de sa grand-mère, pour pouvoir ensuite s'exprimer à sa propre mère, et tout ce qui n'avait pas été exprimé, tout ce qui était bloqué, peut se libérer. Bon, ça, c'est le prochain sujet, hein. L'émotion, régression, transfert, qui amène vers la guérison. Mais on porte donc ce troisième type de mémoire, et il y en a beaucoup. Ceux qui sont intéressés au décodage biologique ou ce genre de symbolique savent que souvent, des corrélations entre un enfant asthmatique, dont on constate que la date de conception correspond à la date anniversaire de la mort d'un aïeul gazé à Verdun, ça c'est vraiment typiquement le genre d'exemple qui est cité dans tous les livres sur ce genre de choses. C'est du transgénérationnel. Et il y a des choses qui sont parfois encore plus troublantes, et là j'en ai cité un exemple dans mon livre, là c'est... des fois la personne, elle est là, et puis elle remonte une histoire, mais qui ne la concerne pas. Elle ne la concerne pas. Là, l'exemple que je cite, c'est un gars qui dit, voilà, j'ai l'impression, je suis un Indien, je suis un guerrier indien, et j'avais l'habitude de partir pendant des jours et des jours faire dans la nature. Il avait commencé l'accompagnement en disant qu'il était seul, il se sentait toujours seul, dans sa vie il était toujours seul, etc. Et quand on a exploré, il sort cette mémoire. Et ce qu'il dit, c'est, en fait... j'étais parti plus une semaine, comme ça, et quand je reviens, ma famille, ma femme et mes enfants ont été massacrés, et j'ai erré dans la culpabilité. Ce guerrier indien a erré dans la culpabilité. C'est une mémoire qui est sortie. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en proposant ensuite un acte de guérison, en guérissant ce guerrier, qui n'est pas lui, mais qui est cette mémoire qu'il porte, ensuite on va vers un mieux-être. En l'occurrence, il peut sortir de ce sentiment de solitude qui l'accompagne tout le temps. Donc ça, c'est les 4 mémoires que très classiquement on voit remonter lors des explorations de l'inconscient. Est-ce que c'est pertinent à ce stade de parler de Stanislav Grof? Oui, bien sûr. Parce que tu as parlé de mémoire intra-utérine. Donc Grof était un psychiatre d'origine tchèque, qui est parti aux États-Unis, en Californie, qui a fait un gros travail à partir des psychédéliques notamment, pour explorer l'inconscient. Et il a proposé cette notion de matrice périnatale, c'est ça? Donc tous les phénomènes vécus autour de la naissance, en fait. Cette histoire de périnatalité, c'est donc les phénomènes vécus dans le ventre, au moment de la naissance et juste après la naissance, en fait. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ça, on va compléter lorsqu'on parlera de la respiration holotropique, oui, d'accord, voilà. Et des techniques chamaniques, des techniques comme le LSD, ce genre de choses. Voilà, parce qu'il y a un apport majeur donc, de Grof quand même dans cette histoire-là. Alors, on distingue, tu distingues l'écoute de l'inconscient donc réactive et l'écoute proactive. Oui, alors là, on va rentrer directement dans le sujet. On va rentrer dans le sujet. Comment écoute-t-on son... Non, on est en plein dans le sujet depuis un moment. Oui, soit, on est dans les... Si je dis qu'on est dans les préliminaires, vous allez dire que mon inconscient... Bon. Alors, il y a 2 techniques principales sur l'écoute de l'inconscient. Il y a les techniques qui sont les techniques réactives. C'est-à-dire, mon inconscient me parle et comment je vais essayer de décoder ce qu'il dit. Première technique majeure, c'est l'écoute des rêves. Lorsque j'ai rencontré justement ce thérapeute jungien il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà pas mal pratiqué la respiration holotropique, j'ai discuté avec lui pour essayer de voir, et c'est là que j'ai compris cette différence. C'est que dans respiration holotropique, je vais aller explorer mon inconscient, mais mon inconscient, lui, il me dit rien sinon. Alors que le rêve, j'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé, et puis paf, en pleine nuit, le rêve, il m'envoie un message. Et Jung ou Freud disait, un rêve non analysé, c'est comme une lettre que vous recevez dans la boîte aux lettres et que vous n'ouvrez pas.
Première technique, donc l'écoute des rêves. Et c'est même pire que ça, c'est-à-dire que si vous n'ouvrez pas les rêves, au bout d'un certain temps, le facteur, il dit hein, cette boîte aux lettres, de toute façon, elle est pleine, elle n'est jamais vidée, donc je ne mets plus de lettres dans cette boîte aux lettres. Et ça va dans les deux sens. C'est amusant parce que j'ai eu des témoignages depuis les conférences qu'on a faites. J'ai eu des témoignages, j'ai reçu des emails de gens qui disaient « C'est incroyable, je rêvais plus depuis que vous avez parlé des rêves, j'ai fait un rêve. » Et voilà, ça c'est très classique. Donc ça commence comment? Ça commence, on s'achète un petit cahier, hein, et puis on met le cahier sur la table de nuit. On n'oublie pas le stylo, et puis pour les gens qui ont mon âge, on a aussi les lunettes pour pouvoir en pleine nuit allumer la lumière et se dire faut que je le note celui-là avant de l'oublier. Il y a des rêves on les oublie pas, comme celui tout à l'heure que je vous ai raconté, mais la plupart des rêves, on a tendance à les oublier. Hein, Freud et Jung disaient le rêve c'est comme la rosée, ça se récolte au matin. Alors après ça, il y a quand même une notion qui est importante, c'est la notion de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce qu'on appelle le... Alors il y a plein de déterminations. En Orient, on parle plutôt du mental. Ici, on va parler de l'ego ou n'importe quoi. On a tendance à avoir le petit moulin là derrière qui dit ouais, je comprends, mais je comprends en général. Hein, je suis là, je suis sur la berge, et puis je suis en train de dire que je traverse les grandes zones, mais en fait, je fais que me balader sur la berge. Quand on travaille seul, on a tendance à pas y aller. D'où l'intérêt de se confronter, bon, soit la vie nous confronte, ce qui n'est jamais toujours très agréable, soit faire une démarche, aller voir un thérapeute, aller dans un groupe ou quelque chose comme ça. Et pour l'écoute des rêves, c'est quand même beaucoup plus efficace d'écouter les rêves, de les noter, puis ensuite d'en parler à son thérapeute. Il y a plusieurs types de thérapeutes. Et ce qui est important, c'est une expérience qui m'a été rapportée et que j'ai faite aussi, c'est que si vous changez de thérapeute, les rêves changent. C'est-à-dire que le thérapeute va... Bon, comme je vous le disais, moi je travaillais avec quelqu'un qui travaillait beaucoup avec le hiking. Donc si je tombais sur un numéro, j'allais sortir la page du hiking qui avait ce numéro-là. Si j'avais travaillé avec quelqu'un qui travaillait avec le tarot de Marseille, je suis sûr qu'il y aurait peut-être eu des petites modifications. D'où l'importance. Hein. Alors il y a cette possibilité d'aller écouter le plus sincèrement possible ces rêves, y compris ceux qui ne font pas plaisir, hein, et ensuite, alors il y a une caractéristique, c'est que le rêve, si jamais vous ne l'écoutez pas, de toute façon, il change. Jung disait toujours, le rêve vous donne une information que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de chercher à comprendre un rêve, si vous êtes en train de dire, ah bah oui, mais ça, c'est ça, je le sais très bien, c'est pas forcément la bonne explication. En règle générale, le rêve, d'une part, essaye d'être le plus clair possible, il va utiliser la symbolique la plus adaptée, et d'autre part, il dit toujours quelque chose que vous ne connaissez pas. À côté de ça, toujours dans cette écoute rétroactive, il y a, je dirais, l'acuité par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire noter tout ce qui est acte manqué en ce qui nous concerne, tout ce qui est les douleurs aussi, l'expression de, comme je le disais, hein, le corps nous envoie des messages. Quand on a mal quelque part, il y a une symbolique. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont faire du décodage biologique, hein, il y a plein de symboles très différents. Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'illustration du mal à l'estomac, parce que l'illustration, elle vient du fait qu'on est des mammifères, et que l'inconscient ne fait pas la différence entre le symbolique et le réel. Et ça vient du petit loup. La meilleure illustration, c'est le petit loup. Le petit loup, quand il est dans... C'est pas un dominant, hein, le petit loup. Hein. Il est tout petit, il n'est pas dominant. Donc si le petit loup, il trouve un morceau à manger, qu'est-ce qu'il fait? Oups, il l'avale tout rond. Parce que s'il ne l'avale pas, il se le fait chipper. Donc il l'avale tout rond, et après, il faut qu'il digère. Parce qu'il n'a pas mâché à peine. Et donc après ça, il y a l'estomac, il se met à sécréter beaucoup d'acidité pour pouvoir digérer le morceau. Qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui nous arrive et qu'on a du mal à le digérer, hein? Vous connaissez aussi le langage, vous savez que le français, c'est d'une certaine manière un langage sacré parce qu'il y a la langue des oiseaux qui arrive à bien décoder. Hein. Et le langage des oiseaux, c'est bon, par exemple, la maladie, c'est le mal à dit. En français, on peut beaucoup s'amuser, ça marche très bien. Ça ne marche pas avec toutes les langues, mais avec le français, ça marche très bien. Eh bien, quand vous avez quelque chose qui vous arrive,
et que vous avez du mal à digérer parce que c'est un événement que vous ne pouvez pas accepter, votre inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'inconscient. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, réflexe petit loup, il génère de l'acidité. Et puis résultat des toutes courses, quand on a quelque chose qu'on a du mal à digérer, ben après ça on va se faire un ulcère. Donc il y a aussi toutes ces informations que nous donne notre corps qu'il est très important d'écouter. D'autant plus qu'il y a une corrélation dans les deux sens. Ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque j'explique dans mes cours de yoga, lorsque je parle de la respiration longue et profonde, il y a une corrélation entre le niveau de gaz carbonique que l'on a stocké dans les poumons et l'acidité du sang. Et il y a une corrélation entre l'acidité du sang et le taux de calcium. C'est l'équation de... je ne me rappelle plus le nom, c'est des noms très, très compliqués, qui donne directement le taux de calcium en fonction du pH du sang. Et le calcium, le taux de calcium va directement agir sur les contractions musculaires. C'est QFD. Quand vous êtes stressé, vous avez une respiration courte, cette respiration courte fait que vous avez du gaz carbonique qui stocke, ça modifie le pH du sang, ça se traduit par des tensions. Et vice-versa. Si vous travaillez sur les tensions, c'est pour ça que les techniques comme le yoga, le qigong, toutes ces techniques-là, c'est pour ça qu'elle est efficace, parce qu'on va d'abord agir sur le physique. Donc, dans toutes ces parties d'introspection, d'écoute de l'inconscient, hein, on aura toujours intérêt à être très vigilant pour pouvoir faire remonter ces informations-là. Donc là-dedans, je mettais les lapsus, les actes manqués, les synchronicités, arriver à comprendre que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est tout un long cheminement d'arriver à comprendre que le hasard, finalement, n'est pas aléatoire comme on nous l'a appris, mais simplement procède d'une sorte de guidance. Et ça, c'est chacun fait sa propre expérience. Moi, j'ai eu une expérience extrêmement nette, puisque j'étais plutôt cartésien. Je ne suis pas astrophysicien, mais j'ai fait un DEA d'astrophysique. Donc, j'ai fait des études d'astrophysique, donc forcément, c'est très cartésien, etc. Et lorsque je me suis intéressé à toutes ces questions-là, un jour, par hasard, je m'intéressais aux synchronicités. Je savais que Jung avait travaillé sur les synchronicités, et j'ai ouvert le dictionnaire, et au moment de le refermer, j'ai posé le doigt au hasard sur un mot, je suis tombé sur Wolfgang Pauli, qui est le physicien qui a travaillé avec Jung sur les synchronicités. Donc pour moi, ça a suffi pour m'ouvrir sur le fait que, tiens, le hasard n'est pas aléatoire. Voilà, tout ça, ce sont les techniques, je dirais, rétroactives. Et on a de toute façon intérêt, quelle que soit la technique qu'on veut employer, c'est-à-dire y compris si vous allez employer des techniques d'exploration, on pourra parler après, on a de toute façon intérêt à ne jamais négliger les messages spontanés de notre inconscient. Parce que sinon l'inconscient, il augmente le volume. Donc ça veut dire les rêves, eh bien, essayez de les noter. Et puis tout le reste, essayez de trouver du sens. Sans transformer ça en une bouillie intellectuelle qui donne l'impression, hein. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas que ce soit un truc qui soit que intellectuel, d'où l'importance d'avoir une pratique physique, parce que c'est à ce moment-là, c'est le corps qui emmène et qui permet à la conscience de s'élever. On peut peut-être ajouter sur les synchronicités, moi, je suppose que tout le monde sait ce que c'est, mais on peut peut-être synthétiser le concept en rappelant que Jung disait que c'est l'occurrence ou la survenue, si vous voulez, simultanée de deux événements qui sont liés par le sens et non pas par la cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux événements, il y a une relation de sens, sens qui est mis par la personne qui vit la synchronicité. Donc souvent les synchronicités sont très parlantes pour la personne qui le vit et très peu parlantes pour les autres. On a du mal à le faire partager, sauf quand c'est vraiment très spectaculaire, ce qui arrive aussi. Et l'intérêt, c'est que la synchronicité, donc, ça peut effectivement, et ça doit certainement être vu comme un signe, en fait, de notre inconscient qui nous parle, ou de l'univers qui nous parle, ou quelle que soit la façon dont on veuille le formuler. Mais c'est souvent, en tout cas, perçu, décrit comme ça, comme des signes qui nous sont envoyés, justement, et qu'on doit décrypter, quoi. Et on a parlé la dernière fois ici de loi d'attraction, et la loi d'attraction, est très liée à cette écoute justement qu'on peut avoir des synchronicités, voire même on peut éventuellement provoquer, selon certains, j'aime à le dire à chaque fois, mais on ne va pas rentrer à nouveau dans les détails, mais on peut, pour certains physiciens notamment, provoquer des synchronicités dans sa vie, quoi. Donc c'est une façon d'être à l'écoute de son inconscient qui est de plus en plus fine en fait.
plus en plus poussée, quoi. Donc oui, Jung s'est beaucoup intéressé aux synchronicités et il a développé le concept avec un physicien, donc Paoli, Wolfgang Paoli, qui était un grand physicien contemporain donc, de Jung. Donc ensuite, ça c'était les écoutes réactives, ensuite technique d'écoute proactive. Alors, il y a effectivement, il existe depuis très longtemps les techniques d'écoute proactive de l'inconscient. C'est-à-dire là, cette fois-ci, on va vraiment se mettre en condition pour aller écouter son inconscient. Alors déjà, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que dans tous nos rapports humains, nous avons toujours le choix de nier le fait qu'il y a l'inconscient qui agit, ou alors d'essayer de trouver du sens à ces choses-là. Quand on a préparé la précédente conférence, j'étais amusé de voir que Mesmer, qui était quand même en 1800, etc., il travaillait lui juste sur le magnétisme animal. Franz Mesmer, ouais. Et en fait, dans ces séances, il y avait des séances d'hystérie collective. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met ensemble des personnes qui ont l'intention d'essayer d'explorer, d'essayer d'avancer chacun sur leur propre chemin, il se passe des choses. Peu importe, à l'époque, ils ne connaissaient pas l'inconscient, ils ne connaissaient pas ces techniques, etc. Mais c'est quand même déjà la première chose qui est importante. Parce qu'on se met tous dans le même athanor. Hein, bon, ça me fait parler par exemple de l'UNIPI, la Switch Lodge, je ne sais pas comment on ne peut pas très bien. Switch. Voilà, la hutte de sudation. La hutte de sudation, il y a il y a plein de rituels. On a très chaud, ça je peux dire. On est serré, on n'est pas très confortable. Il y a le tam-tam à fond, bam, 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 bam. Donc ça fait perdre la tête, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas tout seul, et ça c'est super important. Alors, quand on me pose la question, des gens me disent, par exemple des gens que j'ai accompagnés en respiration holotropique, en rebirth, ils me disent est-ce que je peux pratiquer seul? Alors là, je dis clairement, il y a beaucoup de techniques qu'on peut faire seul, et c'est pas la peine d'aller se faire ce genre de techniques qui sont quand même qui secouent pas mal. Moi, je recommanderais plutôt de pratiquer la méditation, de pratiquer le yoga, pratiquer même à la limite le dessin, l'art ou quelque chose comme ça. Mais il y a des techniques qui sont très fortes, comme tout ce qui est de l'ordre du chamanisme, tout ce qui est de l'ordre de la transe, tout ce qui est de l'ordre de la respiration holotropique, et encore pire, tout ce qui est de l'ordre des substances, ça se fait dans un cadre. C'est très important que ça se fasse dans un cadre, et non seulement c'est important que ça se fasse dans un cadre, mais moi je ne peux pas m'empêcher de mettre en garde quand même par rapport à tout ce qui est utilisation des substances. J'ai eu l'occasion de fréquenter des gens qui avaient pris des drogues, etc., et qui étaient dans leur cheminement spirituel. En fait, le fait d'utiliser des drogues, ça ouvre des espaces. Alors c'est utilisé par les chamans, ça va ouvrir des espaces, et ça va permettre d'avoir des connexions, de comprendre des choses. Bon, ça va sortir de notre matérialisme extrêmement, qui peut être vu comme extrêmement terne. Mais d'un autre côté, après ça, des fois, ça se referme pas, quoi. Moi, j'ai accompagné une fois, notamment une personne qui avait fait beaucoup d'expériences comme ça, et je l'ai accompagnée dans une respiration holotropique qui lui a permis de refermer le truc. Parce que dès qu'elle allait mal, elle quittait son corps. C'était sa stratégie, elle avait pris tellement de drogue qu'elle avait l'habitude de quitter son corps. Dès qu'elle allait mal, elle allait quitter son corps, et là, elle était dans le dernier bastion pour pouvoir refermer définitivement le truc. Et elle est allée visiter des zones du bas astral, la terreur que j'ai lue dans ses yeux, moi je m'en rappellerai toute ma vie. Et juste, voilà, ce qui est intéressant, c'est ce fameux bouton rouge qui permet d'arrêter. Je vais vous parler de la respiration holotropique, vous expliquer comment ça se passe. L'hypnose aussi, c'est un petit peu la même chose. Il y a toujours un bouton rouge qui permet d'arrêter, c'est-à-dire que on a beau aller explorer l'inconscient, on est quand même un peu conscient. Et ça, c'est quand même le plus gros garde-fou. D'accord? Alors, on va commencer par... je vais poser une question. Qui a déjà fait de la respiration holotropique ici? Ils sont au premier rang, c'est formidable. Et de l'hypnose. Qui a déjà pratiqué l'hypnose? D'accord, voilà, l'hypnose est quand même... Voilà, l'hypnose d'une façon ou d'une autre, hein, parce que il y a plein... je veux dire, ces choses-là, quand on s'y intéresse,
quand on fait plusieurs voix, on constate qu'il y a un peu la même chose un peu partout. C'est peut-être pas étonnant, hein, parce que nous sommes des êtres humains. Donc quand on va comparer les techniques en Qigong et les techniques en yoga, comme par hasard, c'est quand même assez proche. Bah oui, parce que... Et donc pareil, des gens qui ont été dans des difficultés et qui ont appliqué des méthodes pour se sortir des difficultés, il y en a eu beaucoup, hein, et ensuite, ils ont mis des marques déposées derrière. Hein, vous allez avoir l'hypnose ericksonienne, vous allez avoir la sophrologie thécédienne, vous allez, etc., etc. Mais en fait, c'est toujours un petit peu... c'est avant tout des techniques humaines.